Alors, c'est ça, donc la conférence est enregistrée. Ça me fait plaisir de présenter Nicolas Guichon. Nicolas Guichon est professeur je dis ça, à l'Université de Lyon, donc en France, puis il est professeur invité chez nous au département de didactique des langues. Alors, il vient régulièrement, année après année, passer une quinzaine ou 3 semaines à Montréal. On a la chance de l'avoir et à chaque fois, il nous fait des belles conférences. Donc, celle-ci porte sur quelle transition numérique pour les étudiants internationaux. Les spécialités de Nicolas, c'est principalement la didactique des langues et les technologies, puis plus largement le rapport des jeunes aux technologies également. Alors, on t'écoute, Nicolas, avec grand plaisir. Comme je disais, la conférence est enregistrée puis elle sera disponible sur le site du CRIFPE. Merci Simon, merci aux collègues d'être présents ici et à Trois-Rivières. Ça me fait toujours plaisir de répondre à l'invitation de Simon Collin et de revenir à Montréal, profiter de la pluie parfois, du mauvais temps souvent, mais voilà, en tout cas c'est toujours un plaisir d'être ici et de partager les réflexions avec vous et d'avoir le point de vue des collègues québécois, canadiens qui parfois convergent, parfois divergent aussi. C'est aussi dans cette discussion, dans ce qu'on appellerait, dans ce que d'autres philosophes ont appelé la dispute, qu'il peut y avoir des intérêts scientifiques, des approfondissements qui me paraissent en tout à fait intéressants. J'ai changé un petit peu le titre de cette présentation et l'ai appelé la transition numérique parce qu'en travaillant sur mes données ces trois dernières semaines, je me suis rendu compte que cette notion de transition numérique me paraissait tout à fait appropriée dans le cadre des étudiants internationaux et qu'il y avait quelque chose peut-être à creuser, à développer. Je vais parler environ 45 minutes et puis garder un grand temps d'échange avec vous parce que c'est ce qui me paraît le plus riche. Je vais présenter donc l'intervention en 4 temps. Dans une première partie, dans l'introduction, je parlerai d'une approche sociocritique des usages numériques. Et ça sera totalement en lien avec le symposium que Simon Collin a organisé il y a 2 semaines, auquel j'ai participé avec grand plaisir, où Simon parlait d'une approche socioculturelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, le titre posait un petit peu, me posait question. On a échangé d'ailleurs à ce niveau-là, et je vais proposer plutôt une approche sociocritique, expliquer un petit peu ce que je mets dessous. Ensuite, j'aborderai 2 concepts clés. Le premier qui a à voir avec les littératies numériques, donc déjà plus connu, assez bien posé. Et puis un autre qui est de nouveau venu ces 3 dernières semaines au Québec, celui d'intercontextualité que je vous proposerai et qui sera mis en discussion. Ensuite, j'aborderai dans un 3e temps l'étude, alors je précise d'emblée que c'est une étude qui est qualitative et exploratoire que j'ai menée dans l'université de Lyon 2 auprès de la population des étudiants internationaux. Et puis je laisserai justement en questionnement un certain nombre de notions, de pistes de réflexion autour desquelles j'aimerais que nous puissions échanger. Alors, l'approche sociocritique des usages numériques, je suis revenu il y a quelques temps, quand j'ai écrit ce qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches, à quelqu'un qui me paraît extrêmement important dans le champ, qui s'appelle Warshauer, et qui nous dit que les technologies ne sont pas à envisager comme des objets neutres, comme des outils neutres, mais, et c'est là où je le cite, comme un lieu de tension entre différentes forces sociales. Ce qui me paraît extrêmement important, c'est-à-dire que le focus n'est pas sur l'objet, n'est pas sur la technologie, mais finalement sur tout ce qui va se jouer autour de ces technologies. C'est une approche, à mon sens, qui va largement à l'encontre des approches déterministes, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans l'article de Warshauer, souvent, et on a des collègues qui vont nous parler de l'intégration de telles technologies. Je pense par exemple à l'iPad qui va révolutionner les classes et qui va rendre les apprentissages plus efficaces, plus motivants. On entend beaucoup ce type de discours. Pourquoi pas? Mais en même temps, c'est penser que la technologie, finalement, serait introduite et aurait cet effet quasiment magique sur les apprentissages, ce qui paraît finalement assez discutable. Cette approche sociocritique, au contraire, je propose ce à quoi elle vise, c'est de comprendre les enjeux sociaux,
les enjeux économiques et les enjeux culturels qui vont entourer l'usage des technologies, c'est-à-dire avoir une vision un petit peu plus englobante, être un petit peu moins fasciné par la technologie, mais encore une fois par tout ce qui va se passer autour, au point de vue socio-culturel, je reprends le terme de Simon, mais également au niveau économique. Je donnerai deux exemples de recherche. Une première que j'ai menée dans un ouvrage que j'ai fait paraître aux éditions Didier il y a 2 ans maintenant, où je m'étais intéressé à la façon ou à la difficulté que les enseignants du secondaire en France avaient d'intégrer les technologies dans leurs pratiques pédagogiques. Et finalement, quand j'avais pris cette situation, que j'avais commencé à l'étudier, je m'étais rendu compte que ce qui posait le plus de problèmes, en tout cas ce qui était le plus intéressant, c'était de regarder les discours qui étaient en jeu, en particulier les discours institutionnels, qui descendaient et qui pesaient de tout leur poids sur les enseignants, qui se retrouvaient pris à partie, qui se retrouvaient... voilà, il me semble que cette étude des discours a permis de donner un petit peu d'ampleur à la réflexion, plutôt que de regarder finalement que les quelques collègues qui eux-mêmes intégraient les technologies de manière créative dans leur salle de classe. Un autre exemple de recherche que j'ai mené cette fois avec Thierry Soubrier, mon collègue de l'université de Grenoble 3, c'était sur le discours affiché cette fois-ci des éditeurs. Les éditeurs qui étaient très présents il y a 15 jours au sommet de l'iPad et à la grande conférence du CRIFPE. Et on avait regardé un petit peu ce qu'ils mettaient en avant dans leur discours et puis la réalité par rapport à ce qu'on voyait. Et on voyait bien sûr qu'il y avait des tensions assez énormes entre ce qui était affiché et puis la réalité de l'intégration du numérique dans le matériel pédagogique qu'ils proposaient, souvent à des coûts assez étonnants. Programme de recherche pour moi, parce que c'est un programme de recherche, c'est quelque chose que nous creusons, que nous avons commencé il y a déjà quelques années et que nous amplifions dans mon laboratoire, que nous amplifions aussi dans la collaboration avec les collègues de l'UQAM, c'est d'inscrire l'usage des technologies, et là je vais lire ce que j'ai marqué pour n'oublier rien, dans un réseau de signification qui sont construites en tension avec l'institution. Je crois qu'on ne peut pas oublier l'institution, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une institution universitaire, pour ce qui va nous occuper aujourd'hui, mais ça peut être également un lieu de travail, ça peut être une entreprise, ça peut être d'autres types d'institutions. Le regard porté sur soi-même et réfléchi par les autres, ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a bien une importance de l'identité ici, un impact de l'identité qui se construit petit à petit. Mais cette identité, on le sait après les travaux de sociologues, elle ne se construit pas toute seule, individuellement, elle se construit bien aussi en lien avec d'autres collègues, ou d'autres apprenants, ou les gens de la famille, et ainsi de suite. Et donc, tout ça mis en tension avec le potentiel de développement qui est permis par une pratique et une identité. Et il faut effectivement voir, et ce sera le cas en tout cas dans la présentation que je ferai par la suite, cette identité, ces pratiques sont en partie, seulement en partie, mais quand même déstabilisées par les outils numériques. Voilà ce que je propose et voilà ce que j'entends donc par cette approche sociocritique. Donc j'attends le débat tout à l'heure pour voir comment ça répond et jusqu'où ça répond à l'approche socioculturelle qui est prônée plutôt par les travaux de Simon Collin et de Thierry Karsenty. Alors, cette approche sociocritique, maintenant, on va l'appliquer aux étudiants internationaux. En gros, le postulat de départ, c'est que les universités ont eu à faire face à une médiatisation progressive et que, c'est l'hypothèse assez banale, cela modifie les pratiques des étudiants, que ce soit au niveau social, au niveau communicationnel, et puis, mais c'est plus difficile à établir, au niveau cognitif. Pour nous, pour ce qui nous occupe, pour cette population, il s'agit de prendre en compte dans les dispositifs d'accueil, donc avant la migration et puis quand ces étudiants arrivent sur le sol français, les besoins de ces étudiants, en l'occurrence pour améliorer l'accueil, pour améliorer la rétention. On sait que en France, par exemple, les départements de sciences humaines sont un petit peu en difficulté ces dernières années et que ces étudiants internationaux composent entre 15 et 30% de nos effectifs. Donc c'est une question qui me paraît stratégique et importante. Deux concepts maintenant que je voulais présenter. Le premier concept est celui de littératie numérique.
Alors on reprend, on connaît la définition tout à fait construite, intéressante, que je n'irai pas, de Jaffray, qui parle de littératie. Je crois qu'il est un des premiers d'ailleurs à utiliser ce mot littératie, qui nous vient de l'anglais d'ailleurs, qui vient d'ailleurs du français pour passer par l'anglais pour revenir vers le français. Je crois que c'est ça l'histoire. Et ce concept de littératie, il a été renouvelé avec la diffusion des outils numériques, et on parle désormais de littératie numérique. Je vous renvoie aux travaux de Claire Cramsh, de Lancashire et Knoble, et je citerai d'autres collègues dans un instant. Alors donc à ces compétences, à ces littératies qui sont décrites par Jaffray, on peut ajouter des éléments techno-sémio-pragmatiques. Je reprends cette notion à Daniel Peraya parce qu'elle m'a toujours paru extrêmement riche. Non seulement pour ce qui a trait à l'écriture, mais également pour ce qui serait un usage stratégique des outils et des applications numériques pour conduire des activités qui sont des activités cognitives, collaboratives et créatives. Et là, je vous renvoie aux travaux tout à fait passionnants de Herstadt et de Sigonini et al. Chacun d'ailleurs de 2011. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, ici, un petit tableau que je vous propose. J'espère qu'il est lisible jusqu'à Trois-Rivières. Assez banalement, on commencera par l'usage le plus commun, celui qui a trait aux recherches qu'on va faire sur Internet, donc accéder aux informations, s'orienter sur les réseaux numériques, et on parlera de navigation. Plus difficile et un vrai enjeu pour nous enseignants, savoir évaluer de manière critique les informations trouvées, c'est-à-dire leur pertinence, leur fiabilité, leur véracité, leur objectivité, qui sont des vrais enjeux, qui sont maintenant des compétences qu'il s'agit de mettre en place dès le plus jeune âge, je dirais. Savoir communiquer des informations et s'exprimer par différents moyens de communication de manière adéquate. C'est pas si simple finalement de passer de la lettre au courriel, de communiquer par Facebook, d'être en visioconférence comme c'est le cas maintenant. Il y a bien un certain nombre de comportements, de manières de faire qui seront plus ou moins adaptés. Savoir coopérer maintenant par le biais d'interactions médiatisées et puis tirer le profit justement de ces différentes technologies. Et là on arrive, j'ai envie de dire que ces trois types de littératie sont rentrés, sont à peu près adoptés, sont en voie de normalisation, pour reprendre le terme de Bax. Et on arrive maintenant aux deux dernières, sur lesquelles je vais peut-être plus insister. La quatrième, donc, qui est une littératie qui a trait à l'intégration. Il s'agit de savoir comparer et assembler différents types d'informations provenant d'une variété de sources et de formats modaux. Donc là, effectivement, travailler sur l'écrit, sur la vidéo, sur le son, et faire encore une fois ce travail d'assemblage critique. Et ça, encore une fois, c'est bien le critique qui... Alors j'en vois des travaux de collègues américains qui ont eu trait au récit de vie par le biais justement de différents médias. Et puis savoir assembler les outils d'apprentissage formels et les médias sociaux pour maximiser les apprentissages. Et là, il en sera question dans un moment quand je vous présenterai la recherche que j'ai menée auprès des étudiants internationaux. Enfin, un dernier type de littératie, c'est celle qui a trait à la création. Il s'agit de savoir produire et créer différents types de textes multimodaux, produire des contenus en ligne en utilisant les logiciels appropriés et en respectant, et c'est là peut-être le plus difficile, les genres qui seraient les genres adéquats. On voit qu'il y a des recouvrements entre intégration et création. Il me semble que la création, comme son nom l'indique, va mettre en jeu aussi, peut-être de manière plus déterminante, ce qui a à voir avec la créativité, comme vous l'auriez deviné. Deuxième concept que je vous propose, c'est celui d'intercontextualité. On sait, à la suite des travaux de Gérard Genette dans les années 80, il a beaucoup parlé d'intertextualité. En gros, la façon dont les textes vont se répondre, vont se construire et comment petit à petit va se construire un camailleux de sens à travers différents types de textes. L'intercontextualité, elle a à voir, et souvent on s'aperçoit que les recherches qui sont menées en particulier par les sciences de l'éducation vont cloisonner les contextes. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe à l'école, parfois, on va regarder ce qui se passe à la maison, mais on a du mal à décloisonner, je dirais, ce regard que l'on porte sur les usages. Les usages qui seraient des usages sociaux par rapport à des usages scolaires, des usages formels par rapport à des usages informels,
le face-à-face par rapport à ce qui est en ligne. Donc là, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose à creuser. Si, pour continuer un petit peu ce que je disais sur l'approche sociocritique, il me semble qu'il serait intéressant de dépasser ces cloisonnements pour voir comment se manifestent les usages numériques et comment surtout ils circulent d'un contexte à l'autre. Juste un exemple dans mes données d'un étudiant qui dit que il est très sérieux en cours, il prend des notes, mais qu'il a il appelle ça sa fenêtre secrète, où de temps en temps il va voir les résultats de matchs qui ont cours, et puis voilà, il dit, ah non, mais je suis très sérieux quand même, mais c'est vrai qu'il y a cette petite fenêtre qui est ouverte. Et on voit aussi, à contrario, que pendant qu'on va être en train de regarder quelque chose sur Internet, il va y avoir malgré tout la possibilité de contribuer à des choses qui sont en train de se construire dans un groupe qui collabore sur un projet. Donc on voit bien ici qu'il y a une porosité entre les différents contextes, et ce qui nous amène à travailler sur cette notion d'intercontextualité. Je vous livre ici cette citation de Compline et Sefton Green, why all learning is contextual, specific and particular, elements of context contribute to and are necessary for forms of connected learning. Donc on voit bien qu'ici, ces éléments contextuels sont extrêmement importants, et l'article de Compline et Sefton Green me paraît extrêmement intéressant, encore une fois, justement. Alors, les collègues, au lieu de parler d'intercontextualité, vont parler de interconnectedness, le fait que ça soit interconnecté, sauf qu'on est encore un peu trop sur les outils, me semble-t-il, et pas assez sur les contextes. C'est pour ça que j'ai préféré celui de l'intercontextualité. Ce qui nous amène finalement à avoir une approche holistique, c'est-à-dire un petit peu plus complète, mais cette approche holistique, elle va soulever des questions méthodologiques et éthiques, c'est-à-dire comment fait-on pour tracer les usages? Vraie question, hein, est-ce qu'on place des espions sur les machines? Voilà, ça pose un certain nombre de questions. C'est une question aussi qui est soulevée par Compline et Sefton Green. On parle d'apprentissage numérique, mais le problème de définir à quel moment il y a apprentissage, l'empan de cet apprentissage, j'ai envie de dire aussi la profondeur qu'il va laisser en mémoire, enfin l'impact qu'il va laisser en mémoire, tout ceci aussi est sujet à discussion. Je me rappelle les premières recherches qui étaient faites il y a une quinzaine d'années sur les apprentissages numériques, finalement aller sur un dispositif qui existait, vous voyez, se connecter, c'était déjà considéré comme de l'apprentissage. Il me semble qu'il faut revenir un petit peu sur cette notion de c'est pas parce qu'on va dans un endroit qu'on consulte une page qu'on apprend forcément. Et puis cela soulève bien sûr, à partir du moment où on parle de traçage, des questions relatives à la vie privée, c'est-à-dire que si on veut étudier les usages, on lève un petit peu le point du voile dans ce qui se passe, dans parfois des choses qui sont de l'ordre de l'intime, de l'ordre de choses qu'on ne partage pas forcément, même avec ses proches. Hein. Donc c'est quelque chose qui pose question. Alors, j'en arrive maintenant à la présente recherche, c'est-à-dire la présente recherche empirique en tout cas. Il s'agissait pour cette recherche de comprendre les éléments qui étaient liés à la transition numérique des étudiants internationaux, d'identifier les usages, alors je suis didacticien des langues, Simon Collin l'a précisé tout à l'heure, donc liés au perfectionnement de la langue et l'intégration académique, les deux me paraissant aller de pair, et puis examiner, alors j'irai plus vite sur cette partie-là, les réponses institutionnelles, c'est-à-dire finalement à l'UQAM, comme dans la plupart des universités, c'est le cas à Lyon 2, nous avons ce qu'on appelle un bureau virtuel, un environnement numérique de travail avec lequel l'institution universitaire, par le biais duquel l'institution universitaire va communiquer, et voilà, l'idée c'était de voir si ces outils, si ces portails, si ces bureaux virtuels répondaient de manière adéquate ou pas aux besoins des étudiants internationaux. Soulignons tout de suite qu'il y a deux particularités qui sont liées aux étudiants internationaux. S'ils sont arrivés, je me suis intéressé ici, non pas comme c'est souvent le cas dans les recherches qui sont menées par nos collègues nord-américains, souvent ils s'intéressent aux groupes de première année. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur les premières années. Moi, j'ai pris l'option inverse de regarder les étudiants de ce qu'on appelle chez nous Master 2, c'est-à-dire la maîtrise chez vous. Et donc, on peut penser que ces étudiants, ils possèdent déjà un certain nombre de stratégies et de comportements académiques. La plupart du temps, ils vont faire ce qui ressemblera à notre licence dans leur pays et viendront ensuite en Master 1 ou en Master 2 chez nous.
Donc c'est des étudiants finalement qui ont déjà réussi. S'ils sont en plus accueillis à l'université, c'est qu'ils ont des comportements académiques qui sont adaptés. Mais ces étudiants sont susceptibles de connaître parfois des problèmes d'adaptation. On va voir que c'est le cas d'ailleurs, des difficultés avec la culture académique d'origine et le clash qu'il peut y avoir avec la culture qu'ils sont en train d'adopter. Et puis, bien sûr, c'est malgré tout des étudiants étrangers, donc des difficultés d'ordre langagier, donc tout ce qui a trait à la compréhension de l'information, que ce soit à l'écrit, à l'oral et au niveau des interactions. Les données maintenant, les recherches que j'ai menées étaient auprès de 11 étudiants, c'était par le biais d'un questionnaire. Comme vous le voyez ici, donc on a un échantillon de répondants qui est composé de 7 femmes et de 4 hommes. Deux d'entre eux viennent d'Amérique latine, Mexique et Colombie. Une du continent africain, c'est le Soudan. 2 du Moyen-Orient, c'est la Jordanie. 4 de Chine et 2 d'Europe, l'Italie et la Roumanie. Et l'âge moyen est de 25 ans. Je précise tout de suite que cet échantillon est restreint, n'est pas représentatif. Jusqu'à un certain point d'ailleurs, parce que quand on regarde la composition de nos groupes d'étudiants au niveau master, ça correspond donc une forte majorité quand même, enfin un bon tiers la plupart du temps d'étudiants asiatiques, d'étudiants chinois en particulier. Je dirais un 5e qui vient d'Amérique du Sud et puis après d'autres pays d'Europe et bien sûr aussi les pays du Maghreb et de Moyen-Orient. Donc ça représente quand même si ça n'a pas de visée représentative, ça dit quand même bien ce qui se passe dans nos masters en sciences humaines. Donc je l'ai dit, ça s'est fait par le biais d'entretiens. Ces entretiens étaient menés par une assistante de recherche du même âge. Il m'a paru important d'avoir quelqu'un qui soit au même niveau d'âge, enfin dans la même génération en tout cas, au même niveau d'études, c'est une étudiante de Master 2, pour pas que j'ai un discours qui soit trop contraint, où on me donne ce que j'avais envie d'entendre, mais ce que je veux dire, malgré tout, on reste un prof plus âgé, et du coup, ça pouvait poser un certain nombre de biais méthodologiques. Donc là, cette assistante de recherche leur demandait de raconter leur journée, tous les moments où ils avaient recouru à des outils, de parler de leurs habitudes de travail pour collaborer, pour parfaire le niveau de langue en français, et puis également leurs attitudes envers les outils qui sont proposés par l'université, les environnements numériques de travail, et puis aussi les changements qui étaient perçus entre entre l'avant-migration et le moment où il s'est installé à l'université de Lyon. 4 entrées pour cette analyse qui vont structurer la suite de la présentation des données. Les usages en amont de la migration. Ensuite, on s'intéressera à la transition académique et numérique qui est plus ou moins importante à négocier suivant les étudiants. Les usages que j'ai identifiés. Et puis, finalement, les attitudes vis-à-vis des outils numériques qui sont proposés par l'Université Lumière Lyon 2. Alors, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'avant-migration, on constate que les réseaux sociaux numériques sont largement exploités pour préparer l'arrivée en France. Et la plupart du temps, il s'agit surtout de tirer parti de ce qui a déjà été des autres qui ont déjà fait ce chemin finalement. Et alors par exemple, ici, j'ai un verbatim de Zindine, un des 11 étudiants, qui dit qu'en Jordanie, on a lancé le groupe des Jordaniens qui parlent français et là, on communique. Il y a des gens qui ont des questions sur le français, comment apprendre, tout ça. Donc, on voit ici que c'est savoir se préparer au niveau administratif, et Dieu sait que c'est compliqué de s'installer en France, et puis aussi parler déjà un petit peu sur le français, autour du français, parfois en français. Donc, on a cette préparation avant la migration. C'était intéressant aussi, alors là c'était un petit peu plus fin, de voir que l'acculturation pouvait commencer par des gestes très très simples, comme le fait de changer l'interface Facebook et de la mettre en français, comme si finalement on se préparait des ajustements de type sémio-pragmatique pour déjà aller du côté d'un nouvel environnement qui serait linguistique et culturel. On voit également qu'il peut y avoir que le projet de migration peut s'accompagner de mise en place technologique
pour assurer une continuité dans la communication avec les proches. Alors ici, de nouveau, un autre verbatim que je vous livre, et qui va vous montrer ce qui est mis en place, et puis aussi le fossé numérique qui est bien repéré par les étudiants internationaux, en tout cas par cet étudiant jordanien, Iris. Tu sais, par rapport à mon pays, au travail de mes parents, donc il dit des choses sur la classe sociale à laquelle il appartient, ils n'avaient pas utilisé avant l'Internet. Donc, ils ne sont pas très au courant avec tout ce qui est Internet. Avant de partir en France, je leur ai appris comment on faisait pour faire des conversations sur Skype avec l'aide de mes frères qui sont restés avec eux. Donc on voit que, vous voyez, on a préparé un petit peu le terrain, on a préparé les proches, encore une fois, pour pouvoir assurer la communication. Mais ce verbatim, en même temps, il pointe bien sur les écarts, sur le fossé numérique qu'il peut y avoir aussi au niveau socio-économique. Alors, si on parle maintenant de la transition académique et numérique, on voit, alors c'est très marqué. J'ai été surpris d'ailleurs. Je pensais, je l'avoue, que le groupe des étudiants internationaux serait beaucoup plus homogène que ce à quoi finalement j'ai été confronté. Cela dessine un continuum. Alors, je suis très opposé à la notion de profil, qui me paraissait tout à fait heuristique il y a une dizaine d'années, mais qui me paraît beaucoup moins heuristique, où on va mettre des gens, on va catégoriser, figer des gens dans un profil. Il me semble que finalement, c'est plus intéressant de regarder, de considérer les contrastes sur un continuum, parce que on peut changer. Si on croit à l'éducabilité des gens, on pense encore une fois que c'est pas parce qu'il y a un choc au départ qu'on va rester dans cet état de sidération. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que à une extrémité du continuum, on va trouver des étudiants jordaniens en particulier qui vont parler d'une rupture choquante. Alors c'était assez intéressant. Alors ici un autre verbatim de Zendine. En Jordanie, il faut acheter des livres. Et après, le prof va expliquer ce qu'il y a dans le livre. Et après, à l'examen, c'est ce qu'il y a dans les livres. Donc, on voit ici qu'il y a une culture, encore une fois, académique de départ qui est très livresque. C'est le prof qui va donner, encore une fois, et là, tout d'un coup, on leur dit, faites vos recherches, débrouillez-vous, vous êtes autonome, ce genre de choses-là. Et du coup, ça les confronte à, la transition numérique, elle va bien de pair avec la transition académique et ce qu'on leur demande d'adopter. En revanche, à l'autre bout du continuum, on a une étudiante mexicaine qui, elle, va parler de continuité, c'est-à-dire qu'elle dit, pour moi, entre ce que je faisais au Mexique et ce que je trouve en France, il n'y a finalement pas de grande différence, à part peut-être le bureau virtuel. On voit en tout cas qu'il y a très clairement les variables socio-économiques et la provenance d'une culture académique sont à prendre en compte si et tant est qu'il le faille d'ailleurs, si on veut généraliser ensuite à un groupe donné, celui en l'occurrence des étudiants internationaux. En plus, et là ça vient en lien avec les travaux d'Argitaï, il ne s'agit pas de pouvoir généraliser trop non plus. On voit que c'est pas parce qu'on appartient à une classe d'âge qu'on aura des compétences affirmées au niveau de l'usage du numérique, ni même des attitudes positives. On a du verbatim qui est assez intéressant par rapport à ça. Alors, si on regarde maintenant quelque chose qui est revenu, qui m'a frappé dans tous les témoignages, c'est que même s'il y a une rupture qui est ressentie par certains étudiants, en tout cas, tous sont conscients de l'importance d'adopter un certain nombre d'usages numériques, de s'ajuster à de nouveaux outils, à de nouvelles applications, déjà pour diminuer les effets du fossé numérique, et puis pour augmenter leur employabilité. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir que tous sont conscients de ce genre de choses-là. Un des étudiants dit moi je suis traducteur, ça n'a plus de sens maintenant d'envoyer des traductions par papier, il va bien falloir s'y mettre, même si, et je reprends ici, je ne suis pas très ordinateur. Les usages qui sont repérés maintenant, on est plus du côté d'une analyse de contenu. Je vais aller vite sur les 5 premiers parce qu'ils sont assez communs, je dirais. Alors, c'est par ordre décroissant, c'est-à-dire là, le premier usage, c'est celui qui est le plus massivement cité par les 11 étudiants. Vous ne serez pas surpris de voir que c'est l'utilisation de moteurs de recherche tels que Google en particulier pour effectuer des recherches documentaires et également des vérifications.
Le visionnage de films et l'écoute de chansons françaises pour la compréhension de l'oral, donc qui revient, qui est cité aussi massivement par la plupart des étudiants, mais à des degrés divers. C'est-à-dire que quand il y a une compétence en français qui est tout à fait bien affirmée, tout à fait en place, ils disent que c'est plutôt pour le plaisir ou pour tel et tel acteur qu'on va regarder un film. En revanche, une étudiante chinoise disait, nous dans notre contexte, on n'a pas la chance d'avoir des Français, et donc vraiment, là, tous les soirs, j'écoute, je me force à écouter, je regarde avec les sous-titres parce que c'est vraiment l'occasion jamais d'améliorer mon français. Intéressant ici sur le podcast, l'enregistrement de certains cours pour les réécouter en différé, en saisir les subtilités, et puis compléter les notes du cours. Et puis ça m'a paru intéressant, j'ai repris juste s'imprégner d'un style français, à la française, vous voyez ce que je veux dire. Et ça revient aussi dans la plupart des témoignages. La révision de la production écrite par le biais des conjugueurs, de correcteurs, de concordanciers. Il y a un concordancier qui est cité par 6 des étudiants, c'est Lingui, qui permet encore une fois, qui est très très bien d'ailleurs, et qui me paraît intéressant de recommander à ces étudiants, et puis bien sûr les dictionnaires anglais. Et puis l'enregistrement de soi-même pour développer son français oral. C'est une étudiante colombienne qui dit que chaque soir quand elle rentre, elle résume sa journée, elle résume les cours qu'elle a entendus, et puis elle s'écoute ensuite pour le contenu, mais aussi pour voir si son français s'améliore petit à petit. Donc ça, c'est des usages qui me paraissent intéressants. Maintenant, ce qui a trait à l'utilisation des réseaux sociaux numériques, 3 types d'usages qu'on peut voir. Alors c'est par le biais de Facebook la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les étudiants chinois utilisaient QQ avant d'arriver en France, continuent à utiliser QQ, mais en même temps en parallèle vont adopter Facebook, et tous en tout cas vont collaborer à des projets de groupe, partager des documents et puis se tenir à jour pour les différents cours. Moi j'étais curieux de voir, amusé de voir que à mon cours, il y avait aussi en parallèle, une sorte de couloir parallèle où il se passe des choses, et que finalement Facebook fait résonance par rapport à certains cours, même si on n'est pas toujours conscient. Et c'est vrai que j'entendais souvent, je mettrai ça sur Facebook tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur Facebook? Solliciter de l'aide d'amis francophones, que ce soit sur le fond et sur la forme également, c'est-à-dire sur est-ce que ça se dit bien comme ça, et ainsi de suite. Et puis, ici, on voit une pratique qui est Facebook, qui est très orientée Facebook, qui est finalement assez peu originale, mais en même temps qui va se faire dans la langue cible, où on va partager sa découverte de la France, partager la découverte de la culture, de la langue, encore une fois, et cette fois-ci de manière créative. Donc on arrive à un aspect qui me paraît assez important. Usage repéré, alors là, on est très très rare, c'était mentionné qu'une fois. Le premier, c'est l'utilisation de certains forums pour échanger avec des natifs et développer des routines interactionnelles sur un pied d'égalité. Je crois que ça peut intéresser certains d'entre nous. Il y a en particulier un site qui s'appelle Bonjour Chine, qui permet de collaborer avec des étudiants français qui vont aller en Chine. Et là, du coup, les étudiantes chinois sont très friandes de ce site, qui pourtant pas adressé à elles en premier, mais qui permet de s'apparier avec des gens finalement sur un pied d'égalité, avec des étudiants sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que les Chinois savent les particularités de la Chine, et puis les Français sont avides de discuter en français, et ainsi de suite. Donc là, il se crée quelque chose qui me paraît intéressant. Et puis, ça c'était une étudiante mexicaine, celle qui était à l'autre bout du continuum que je mentionnais tout à l'heure. L'organisation du parcours d'apprentissage par le biais d'un collage numérique, on pourrait parler ici de scrapbooking, qui lui permet de donner du relief à son apprentissage et d'en garder trace. Et ça me paraît être quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, je cite Amalia, cette étudiante mexicaine. C'est un site qui s'appelle Springback, que je ne connaissais pas, que j'ai commencé à utiliser depuis que je suis ici, c'est-à-dire en France. Je l'utilise pour mettre des trucs sur le projet, le mémoire, mais aussi pour mes souvenirs ici, de mon temps ici en France. C'est comme un journal que j'ai avec des citations, le français, ce qui m'arrive là. C'est ma vie en général à Lyon et en France. Ça, je me suis dit vraiment que c'était un des usages les plus riches, les plus intéressants, encore une fois, pour donner du sens, pour donner une cohérence à un parcours d'apprentissage, avec des bouts de français, avec des bouts de cours, avec des expériences. Et c'est une utilisation qui me paraît tout à fait intéressante. Si on fait la synthèse maintenant par rapport aux usages qui sont repérés, on s'aperçoit que finalement,
par rapport au tableau que je présentais tout à l'heure, que j'ai construit grâce à Erstat et Sigonini et al., finalement, on voit que l'empan des usages est plutôt restreint, et puis que les étudiants ont du mal à dépasser un certain nombre d'usages finalement assez communs, assez rentrés dans les mœurs. Et puis au niveau des outils, moi je m'attendais bêtement, j'ai envie de dire, à découvrir un grand nombre d'outils, en me disant, ah c'est bien, c'est intéressant. Finalement, ce que j'ai vu, c'est la suite Google, c'est-à-dire Google Mail, Google Drive, ainsi de suite. Donc c'est très très bien installé chez eux. Facebook, mais à part Springback, quelques autres logiciels ou applications, finalement c'est très très réduit au niveau de ce qui est utilisé. En tout cas de ce qui nous a été livré dans les apprentissages. On voit que les apprentissages numériques se construisent de manière informelle, sur le tas. C'est une démarche individuelle, mais souvent qu'il y a un partage avec d'autres étudiants. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, est-ce que tu as déjà utilisé ce genre de choses-là? C'est pas mal, et ainsi de suite. » Donc il y a quand même ici, mais la construction demeure quand même assez individuelle, et c'est en lien avec les travaux de Selwyn 2007 qui avait étudié ces aspects-là. Je vous livre ici je vais la partager parce que c'est quelque chose qui m'a frappé. On a parlé de transition numérique ici, et la transition numérique, finalement, jusqu'où elle est négociée, jusqu'où elle paraît acceptable. Ici, Chen, un étudiant chinois de 24 ans, qui dit « Mes méthodes d'apprentissage restent toujours sur une approche plus traditionnelle. Ce qui veut dire que les ressources en papier sont toujours plus importantes pour moi. Donc, avec les outils numériques, ce que je fais, ce n'est que la recherche. » Là, on voit bien que c'est limité malgré tout, mais pas l'édition ou la modification de ces éléments. C'est intéressant qu'il ait repéré ça comme étant l'étape suivante. Donc, je me considère comme un spectateur de ce monde numérique, mais pas comme un participant. Et vraiment, je trouve que ça résume assez bien la difficulté de gérer cette transition numérique. Donc, cette notion d'étudiants hyper connectés, qu'ils soient locaux ou internationaux, qui seraient numériquement habiles parce qu'ils appartiennent à une classe d'âge, en tout cas, elle me paraît largement remise en cause par les données que je vous ai proposées. Maintenant, dernier aspect, on va s'intéresser aux outils qui sont proposés par l'institution. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, l'environnement numérique de travail de Lyon 2, où il y a, encore une fois, courriel, des aspects informationnels, choses comme ça, un wiki. On s'aperçoit qu'il est sous-utilisé de manière tout à fait sporadique, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on va allumer tous les 2 jours. Enfin, c'est vraiment, j'ai surpris de voir que c'était pas du tout quelque chose qui était important pour les étudiants, à 2 exceptions près. Les documents qui sont déposés par les enseignants, souvent un enseignant va mettre son PDF, le PDF de son cours sur le bureau virtuel, et ça, les étudiants internationaux en particulier sont très avides de ce genre de choses-là, ce qui leur permet de revenir sur le cours, d'améliorer les notes, choses comme ça. Et puis, l'autre aspect, c'est le catalogue de la bibliothèque universitaire qui est massivement utilisé. Voilà, donc on s'aperçoit que le bureau virtuel de Lyon 2 est massivement sous-utilisé par les étudiants qui pensent finalement que c'est trop figé, trop institutionnel, pas vraiment en adéquation avec les besoins et les usages qui sont les leurs. Moi, ce qui m'a paru intéressant, c'était de voir que si on pouvait proposer une métaphore, c'est que ça serait comme une sorte de couloir institutionnel où il y aurait des sortes de petites affichettes, vous savez, qui sont ici et là, et où on mettrait les indications utiles, c'est-à-dire les horaires, les cours annulés, toutes ces choses-là, mais finalement où on rencontrerait pas d'enseignants ou de pairs. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les étudiants, un étudiant en particulier, disait mais pourquoi j'irais sur ça, il n'y a jamais personne. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une sorte de lieu qui ne vit pas, où il n'y a pas de vie, quoi. C'est-à-dire des informations qui sont juste posées de manière descendante, mais c'est à peu près. Alors, j'arrive maintenant à la dernière partie de ma présentation au niveau des quelques éléments de réflexion que j'aimerais partager avec vous. Le premier a trait aux limites qui sont liées à la méthodologie que j'ai choisie, celle de l'entretien. Nombre restreint de participants, je l'ai mentionné, il n'y en avait que 11. Le fait qu'ils soient dans le même type de cursus, c'est-à-dire qu'ils étaient en didactique des langues, dans le master français langue étrangère et seconde et en traductologie. Donc peut-être qu'il se passe d'autres choses en histoire, en sociologie, ça serait à vérifier.
Le fait que les entretiens ont été menés à un moment ponctuel. Donc on sait bien que ces usages-là, l'étudiante chinoise ou l'étudiante jordanien qui disait être choquée, peut-être que dans 2 ans, on aurait capturé d'autres types d'usages et une normalisation, en tout cas, d'un certain nombre d'utilisations de technologies. En tout cas, ça m'a fait réfléchir aussi à cette notion d'étudiants internationaux. Finalement, elle me paraissait homogène, me paraissait avoir du sens, puis finalement, je m'aperçois que c'est une catégorisation institutionnelle, qui n'a pas plus de sens que ça, quoi, finalement, et qu'elle capture finalement assez mal ce qui fait la spécificité d'une population. Et on voit bien qu'il y a intérêt à s'interroger, à se pencher sur la provenance socio-économique, la provenance culturelle, culture des Chinois, culture des Soudanaises, culture des Jordaniens, qui sera peut-être, on peut en faire l'hypothèse différente de celle d'étudiantes colombiennes, mexicaines ou italiennes. Et puis, ce à quoi ça m'invite en tout cas, c'est de porter un autre regard sur ces étudiants internationaux. Et en tout cas, on voit que les ENT qui sont mis en place par Lyon 2 sont intéressants. Finalement, encore une fois, chaque institution va mettre ça en place, mais qu'il y aurait des guidages, des accompagnements à mettre en place en amont de la migration, peut-être, pour déjà installer un certain nombre de choses, ou même au moment, enfin, j'ai mis pendant la migration, mais au moment où on est installé à l'université française. Deuxième élément de réflexion, moi ce qui m'a paru intéressant, et c'est Magétal qui en parle également, c'est que ces compétences, ces littératies numériques dont on a parlé tout à l'heure, elles sont certes déployées sur le tas, mais en même temps, souvent elles sont clés pour obtenir de futurs emplois, et les étudiants, encore une fois, en sont bien conscients. Et on peut imaginer que quand ils retournent dans leur pays, ils ont adopté un certain nombre de méthodes de travail, de méthodes de communication qui seront utiles quand ils vont rentrer encore une fois dans leur pays et qui seront peut-être également, ça on peut faire l'hypothèse, ça serait à vérifier de manière empirique, à amoindrir les effets du fossé numérique entre les pays du Nord et du Sud. Peut-être que là, il y a quelque chose à creuser. Est-ce que ces étudiants servent d'ambassadeurs numériques quand ils rentrent chez eux? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils arrivent ensuite à développer, ou alors est-ce que ça devient une compétence morte? Ça serait quelque chose qui mériterait d'être étudié. Troisième et dernier élément de réflexion, on voit que l'université a du mal à capitaliser sur les affortances pédagogiques des médias sociaux. Je fais référence ici aux travaux d'Abag et Kitsentas. Oui, l'université est un petit peu démunie. Elle essaye, on voit bien qu'elle met en place un certain nombre d'outils, d'applications, mais qu'elle ne sait pas bien comment faire. Et finalement, moi, la question que je partage avec vous cet après-midi, c'est de savoir si peut-être que c'est correct, comme on dit ici, d'avoir ces deux espaces qui sont en parallèle, comme ça, qui vivent en parallèle, où il y aura finalement une sorte de croisement, un espace institutionnel, où on va plutôt être au niveau de l'information, et puis des réseaux numériques qui évoluent, qui vont changer. On parle de plus en plus de Twitter, je ne l'ai pas mentionné par les étudiants, mais c'est de plus en plus utilisé, et puis qu'il va y avoir finalement une hybridation entre ces deux espaces, et puis que ce sera des usages qui seront peut-être bricolés, mais finalement efficaces. Et c'est au bout du compte peut-être ce qui est le plus important. Est-ce que c'est une réponse institutionnelle suffisante de dire il y a des réseaux sociaux à côté, donc ce qui n'est pas proposé par l'institution, ça sera en marge? Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, parce que dans une étude précédente, je m'étais rendu compte que lorsque lorsque l'université essayait de coloniser les pratiques sociales des étudiants, c'est-à-dire de mettre en place des groupes Facebook institutionnels, les étudiants étaient quand même très rétifs de dire j'ai pas envie de partager ça avec le prof, c'est mon truc Facebook, c'est pas le truc du prof. Et ce qui est aussi, me paraît-il, assez normal, quoi, finalement. Voilà ce qui m'amène à arriver à la conclusion, et au moment que je préfère, c'est les questions des uns et des autres par rapport à cette présentation. Je vous remercie de votre attention.